Bienvenue sur Ciportal. Aujourd'hui, on va analyser un phénomène qui nous concerne presque tous, l'impact des formats vidéo courts sur notre cerveau. Le scénario est sans doute familier. On ouvre une application pour juste 5 minutes et une demi-heure plus tard, on est toujours là à faire défiler des contenus sans même vraiment se souvenir de ce qu'on vient de voir. Mais au-delà de la simple perte de temps, la vraie question est plus profonde. Que fait réellement ce défilement permanent à notre cerveau ? Eh bien, la science commence à nous donner des réponses de plus en plus précises. Pour bien comprendre cet impact cognitif, on va s'appuyer sur une étude particulièrement solide, une méta-analyse australienne de très grande envergure. Et attention, on ne parle pas d'une petite étude isolée. Non, les chercheurs ont compilé ici les données de plus de 70 études individuelles. Au total, ça représente plus de 100 000 participants. Une telle ampleur, ça confère une solidité statistique vraiment remarquable aux conclusions. Alors, le résultat principal, il est sans équivoque. Une corrélation négative claire a été trouvée entre la consommation intensive de vidéos courtes et la performance cognitive globale. Plus précisément, deux fonctions sont particulièrement affaiblies. D'abord, l'attention soutenue, c'est-à-dire notre capacité à rester concentré sur une seule tâche, et ensuite, le contrôle inhibiteur, notre faculté à résister aux distractions et aux impulsions. Fait intéressant en revanche, aucune association significative n'a été trouvée avec le raisonnement pur. D'accord, mais alors, comment ça marche ? Quels sont les mécanismes neurologiques qui expliquent cet effet sur notre attention ? Le concept clé, ici, c'est ce qu'on appelle la loterie dopaminergique. Chaque fois qu'on fait défiler l'écran, on a une chance de tomber sur une récompense. Une vidéo drôle, intéressante, surprenante. C'est immédiat, mais c'est surtout imprévisible. Ce mécanisme, qui est très similaire à celui d'une machine à sous, maintient le cerveau dans un état d'anticipation constante, d'hypervigilance. Et ça, c'est aussi lié à une augmentation du stress et de l'anxiété. Pour expliquer les effets sur le long terme, les chercheurs proposent en fait une double théorie. D'un côté, il y a la théorie de l'habituation. Le cerveau s'habitue à ce rythme rapide et se désensibilise aux tâches plus lentes. Lire un livre, par exemple, ou un travail de fond devient alors mentalement plus difficile, plus coûteux. De l'autre côté, on a la théorie de la sensibilisation. Chaque petite récompense renforce le circuit de la dopamine. Résultat, le seuil de stimulation nécessaire augmente. Les activités normales de la vie, elles paraissent alors moins intéressantes. Le point crucial ici, c'est que le cerveau ne s'abîme pas. Il s'adapte à un nouvel environnement qui est, lui, ultra fragmenté. Si notre cerveau s'adapte à la fragmentation, que se passe-t-il lorsqu'on lui impose le mode cognitif inverse ? Pour le comprendre, regardons simplement les résultats que peut produire le travail profond et méthodique. En collaboration avec le magazine Québec Science, examinons 5 découvertes récentes qui illustrent très bien cette puissance de la concentration. On y trouve par exemple des parachutes inspirés de l'art du kirigami pour l'aide humanitaire, ou encore l'idée géniale d'utiliser des filtres à air de voiture usagés pour cartographier l'antibiorésistance. D'autres équipes ont réussi à modéliser en 3D une protéine clé du cancer, à optimiser le tempo de la musique pour réduire la douleur, ou même à analyser des milliers de traités environnementaux pour enfin trouver les clés de leur succès. Le point commun de toutes ces avancées est fondamental. Elles ne sont absolument pas le fruit d'une stimulation rapide ou d'une gratification instantanée. Non, elles sont le résultat d'une observation méthodique, d'une concentration soutenue et d'une science cumulative patiente. Cette opposition très nette entre stimulation constante et travail en profondeur soulève une question fondamentale. Est-ce que notre système nerveux est vraiment fait pour être actif en permanence ? Une découverte fascinante sur le sommeil va nous montrer à quel point le repos cognitif est un besoin biologique fondamental. La question est la suivante. Un système nerveux a-t-il besoin de repos même en l'absence d'un cerveau centralisé ? La réponse, assez surprenante, nous vient d'un animal inattendu, la méduse. Oui, même si elles n'ont pas de cerveau, les méduses dorment. Et les preuves scientifiques sont très claires. D'abord, l'observation. La nuit, leur taux de pulsation chute de manière significative. Ensuite, le test. La nuit, leur temps de réaction à un stimulus est plus que doublé. Et enfin, l'expérimentation. Si on les prive de sommeil, elles compensent en dormant 50% plus longtemps le jour suivant. C'est ce qu'on appelle le rebond de sommeil, une caractéristique clé du sommeil chez toutes les espèces. Cette observation est cruciale. Elle démontre un besoin biologique fondamental de récupération neuronale, un besoin qui existe même dans les systèmes nerveux les plus simples qu'on connaisse. Autrement dit, le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité inscrite au plus profond de notre biologie. Il est temps maintenant de faire la synthèse de ces 3 axes que nous avons explorés. L'attention fragmentée, le travail profond et le besoin biologique de repos. 3 points clés émergent de cette analyse. Premièrement, le cerveau est plastique. Il s'adapte à son environnement, pour le meilleur comme pour le pire. Deuxièmement, la concentration patiente et le travail en profondeur produisent des résultats remarquables, des solutions élégantes à des problèmes complexes. Et troisièmement, le repos cognitif n'est pas une option, c'est un besoin biologique non négociable. Il faut bien comprendre que le véritable risque, au fond, ce n'est pas une application en particulier.
c'est la perte progressive, presque insidieuse, du contrôle sur notre propre attention. Comme le disent de nombreux analystes aujourd'hui, l'attention est devenue la ressource la plus rare et donc la plus précieuse du XXIe siècle. Comprendre ces mécanismes, c'est vraiment la première étape, indispensable pour commencer à reprendre le contrôle de cette ressource si vitale. Si cette analyse vous a été utile pour mieux comprendre l'enjeu de l'attention à notre époque, n'hésitez pas à vous abonner à SciPortal pour ne pas manquer nos prochaines publications. Le partage de ce contenu est aussi un excellent moyen de soutenir une information scientifique rigoureuse. Merci et à très bientôt sur SciPortal.